Un petit point sur nos équipes pour ceux qui ne connaissent pas tout le monde. Il y a eu quelques petits changements au cours de l'année. Donc je vais faire un petit rappel. Donc à mes côtés, je ne présente plus Julie Laronde, responsable, directrice adjointe de Nouvelle-Calédonie Tourisme. Et en commençant par nos représentantes à l'étranger, que je vais demander de se lever pour se présenter. Nous avons donc Émilie qui nous représente en Australie, Sally en Nouvelle-Zélande, Carole euh, au Japon et Clarisse en France. Ensuite, dans nos équipes, je ne vais pas les citer tout le monde, mais on va dire à la tête du pôle communication, nous avons Philippe Artigue et son équipe. Si vous voulez bien vous lever, c'est l'équipe de Philippe. Voilà. Ensuite, nous avons au digital Bastien Séraphin et son équipe. Voilà. Au niveau de la coordination des invités, Solène Herry et son équipe. Et parce qu'il en faut quand même des administrateurs, vous avez donc Loïc et son équipe. Et je ne souhaite pas oublier évidemment les 5 agents de l'Office du tourisme, enfin des 5 agents de Nouvelle-Calédonie Tourisme, qui sont détachés à l'Office du tourisme de Nouméa pour assister nos visiteurs. Alors, allons vers le cœur de notre conférence pour vous indiquer les résultats de 2019. Alors, Madame la Présidente, elle a vendu la mèche. Mais non, absolument pas. Une petite indication, on se réfère toujours à 2013 comme étant un point de référence de comparaison. C'est en fait le moment où on a commencé une nouvelle ère de nos process de travail, une nouvelle stratégie de communication et de travail. Donc, on a la très bonne surprise, enfin la bonne surprise, on a la bonne nouvelle à annoncer que nous battons à nouveau les records cette année en 2019 avec 126 600 touristes, soit 6 000 touristes de plus 5%. C'est effectivement réconfortant et sur tout le travail qui a été effectué par les partenaires avec nous. Donc un grand merci à tous, vous y êtes tous pour quelque chose. Les croisiéristes, on le sait depuis 2 ans, sont en baisse puisque le principal armateur a changé ses navires, ce qui a créé pas mal d'interruptions entre les anciens et les nouveaux. Et il y a eu aussi au niveau du port de Nouméa une certaine congestion puisqu'on ne peut accueillir qu'un seul bateau à la fois dans la grande rade de Nouméa et un seul dans la petite rade. Donc d'où les travaux qui sont actuellement en cours. Et tout ça va être repris à partir de cette année puisque les armateurs nous annoncent une reprise du nombre de croisiéristes à partir de 2020. Tout cela nous amène à une augmentation de nos recettes touristiques qui, au bas mot, puisqu'on va revenir sur les statistiques, représente en termes de recettes touristiques internationales plus d'un 28 milliards cette année, une progression de plus de 15% depuis 2013. Si on rentre un peu plus dans les détails des marchés, je suis heureux d'annoncer qu'on a eu une progression de la France de plus 8,5% en 2019, après une longue période de stagnation, et je dois vous dire que ce n'est sans doute pas étranger au fait que nous ayons confié notre représentation à une agence, professionnelle, et on a dû fermer, comme vous le savez, notre représentation à Paris fin 2018. Donc ça a sans doute son effet, et ça fait du bien de voir la France retrouver des bonnes couleurs. Toujours en belle progression, l'Australie qui est à plus 7,5%, ce qui fait que depuis 2013, on a 57,5% d'Australiens en plus. Ce n'est donc pas du tout négligeable. Il y a eu une petite pause en 2018 qui a été causée par le référendum et la visite d'Emmanuel Macron à Sydney juste avant le référendum qui a affecté nos résultats. Mais si vous le constatez, c'est vraiment notre premier marché qui est en permanente progression. Et notre représentation là-bas fait des merveilles. On les remercie aussi de leur dynamisme. Au niveau du Japon, la progression est plus lente. C'est un marché qui devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile, pas seulement pour la Calédonie, mais pour toutes les destinations. Il faut savoir que les honeymoon étaient notre première cible pendant des années en Calédonie.
Il faut savoir que les Japonais se marient de moins en moins, donc de moins en moins de honeymooners. Et il y a aussi évidemment d'autres aspects, comme l'année dernière, il y a eu la Coupe du Monde de rugby et d'autres effets. Il n'empêche que quand on fait un point par rapport à 2013, on se retrouve quand même avec près de 38% de Japonais en plus par rapport à cette époque. Et enfin, le meilleur de la classe en termes de progression, c'est la Nouvelle-Zélande qui progresse de plus de 73% depuis 2013, avec des chiffres un petit peu plus réduits également. Mais par contre, il faut savoir que ça, c'est un travail de fond. Peu de tour opérateurs travaillent avec la Nouvelle-Calédonie depuis la Nouvelle-Zélande. C'est donc un travail qu'on appelle B2C, c'est-à-dire qu'on s'adresse directement aux consommateurs. Et c'est un travail d'accumulation de niches. En fait, ce sont des groupes, des petits groupes, des gens qui viennent pour le golf, des gens qui viennent pour la voile. Donc c'est vraiment un travail de fond. Et pour ça, Sally, grand merci pour le travail effectué. Et pour finir, les autres marchés, qui ne sont pas réellement des marchés, donc l'accumulation de tous les autres pays, c'est-à-dire la Chine, l'USA, le Canada, l'Europe, aussi Wallis et Futuna et Tahiti. Il n'empêche que si vous constatez, on est en baisse de progression de 6,7% tout au long depuis 2013, ce qui indique clairement que la progression, elle est bien au niveau touristique et non pas au niveau de nos amis du Pacifique Sud, pour juste rétablir certaines vérités. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des proportions des marchés, on reste toujours bien sûr avec la France qui représente 32% de nos touristes, 19% d'Australiens, 17% de Japonais, 9% de Néo-Zélandais et ensuite les autres. Pour ce qui est des motifs de séjour, c'est aussi des choses à noter. Nous avons, et ça aussi c'est une tendance qui continue à progresser positivement, vous avez près de 58% des visiteurs qui viennent en Nouvelle-Calédonie pour des raisons de loisirs, pur loisirs, hein, ce qui est une progression de plus de 33% depuis 2013, alors que l'affinitaire, lui, baisse de 1,4% depuis 2013. Donc, souvent on a tendance à dire que les touristes en Calédonie, c'est surtout des affinitaires. Eh bien non. 58% sont des gens qui viennent spécifiquement pour les loisirs. Et en plus de ça, vous avez les affinitaires qu'il ne faut pas négliger, puisque ce sont aussi des touristes qui rapportent énormément d'argent au tourisme calédonien. À cela, vous avez aussi des gens qui viennent pour des raisons d'affaires, qui sont en baisse pour les raisons que l'on connaît. Et ensuite, il y a d'autres raisons. Cela représente des recettes touristiques au niveau des touristes internationaux de 28 milliards CFP pour un investissement qui est le budget consacré par NCTPS à l'international de 761 millions. Et si on ramène cet investissement de 761 millions à 100 francs, on se rend compte que le retour sur investissement en recettes touristiques est de 3 700 francs pour la Nouvelle-Calédonie. Donc des investissements qui sont de toute évidence extrêmement rentables. Et enfin, pour terminer, quelques chiffres que l'on connaît mais qui ont besoin d'être mis à jour, et ils le seront bientôt, puisqu'on a des enquêtes qui sont en cours avec la création d'un observatoire du tourisme qui voit le jour petit à petit, et on en parlera un petit peu plus tard. C'est 33 milliards de dépenses touristiques si on inclut les dépenses domestiques, qui ne sont pas négligeables du tout, puisque c'est près de 5 milliards de dépenses de gens qui vivent à Nouméa, enfin qui vivent en Nouvelle-Calédonie et qui font du tourisme. C'est plus de 5 000 emplois directs et c'est plus de 3 000 unités d'hébergement. Voilà pour ce qui est des chiffres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Nos équipes sont là autour pour vous donner un micro si nécessaire. En gros, également pour vous donner une indication de comment on a réparti les dépenses de notre budget en 2019, 23% ont été consacrés au Japon, 21% à l'Australie, 11% à la France, 9% à la promotion qui est gérée par Nouméa, mais pour tous les marchés à l'international, 7% à la promotion en Nouvelle-Zélande, 4% pour ce qui est de la promotion domestique de la province sud, essentiellement. On avait aussi 30 millions qui avaient été engagés sur la Chine l'année dernière. Et il y a un budget de fonctionnement de 21% pour Nouméa.
Si on n'a pas de questions, on poursuit avec Julie qui va nous parler un peu des actions qui ont été faites en 2019. Rebonjour à tous. Donc nos actions s'articulent autour de 7 grands champs de compétences. Donc la première, et c'est notre cœur d'action, c'est mener des campagnes de communication auprès du grand public pour améliorer la notoriété et l'image de la destination. En 2019, nous avons mené une campagne multimarché, donc sur 6 marchés, autour d'un concept fort, autour de notre stratégie de marque. Notre cœur fait battre le vôtre, mettant en avant des expériences immersives autour du thème de soft adventure. Donc quelques éléments indiquant la portée et l'impact de ces campagnes menées sur nos marchés. C'est 98 millions d'impressions digitales. Donc c'est le nombre de fois que la campagne s'est affichée sur la toile. Donc c'est pour vous dire la portée. 158 000 visiteurs sur notre site internet pulsenewcaledonia.travel dédié à cette campagne. Plus de 43 000 participants à des jeux concours donc pour créer de l'engagement et améliorer nos bases de données. De l'affichage urbain, que ce soit en habillage bus ou panneaux numériques en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et de la publicité radio en Australie qui a touché 1 million d'auditeurs. Au Japon, nous avons mené une campagne de rebranding suite à une étude d'image que nous avions menée en 2018 autour d'un concept autre que Pulse, c'est l'île la plus proche du paradis. Cette étude a montré que le slogan « l'île la plus proche du paradis » était plus porteur chez les Japonais. C'est une exposition, donc 83 millions d'impressions sur la toile, et cela a généré du contenu dans 72 magazines. Donc là aussi, grosse portée. Formation des professionnels, donc c'est tout ce qui concerne la sensibilisation, formation, éducation des tours opérateurs et des agents de voyage sur nos marchés émetteurs. Donc c'est plus de 7200 professionnels étrangers formés tout au long de l'année 2019, donc par différentes actions, que ce soit en voyage de familiarisation, donc invitation en Nouvelle-Calédonie, ou des pros formés lors de séminaires, salons, workshops, ou à l'occasion de sales calls. Des campagnes tactiques, donc nous menons beaucoup de campagnes tactiques tout au long de l'année. Donc c'est des campagnes produits qui mettent en avant une offre très attractive, soit packagée avec des tours opérateurs, soit des offres sèches avec des compagnies aériennes et majoritairement avec Air Calin, qui viennent en complément de nos campagnes de notoriété. Donc là, c'est vraiment pour générer des réservations et de la conversion. Et ces campagnes ont généré 10 200 ventes de séjours en 2019. Donc un exemple de top 10 de nos campagnes. Donc il y a la Natoku Vacances Campaign qui est une campagne au Japon pour stimuler la période creuse au Japon. 3 vagues successives de coop avec Air Calin combinées à nos vagues de branding en Australie. Et un exemple de coop avec le Théo Ignite. Des relations publiques, donc c'est tout ce qui concerne nos invitations médias, que ce soit presse, télévision, influenceurs, pour générer du contenu et des articles positifs dans les médias. Donc en 2019, ces invitations médias ont généré plus de 1,1 milliard de contre-valeurs publicitaires et c'est de retombées médiatiques de plus de 54% par rapport à 2018. Donc, ça a été généré donc, par 36 équipes médias que nous avons invitées l'année dernière. Donc, exemple d'Échappée Belle l'année dernière qui a touché 1,7 million d'auditeurs. Un reportage Next Trip sur une télé nationale au Japon. Donc là, ça a touché 43 millions de téléspectateurs suite à plusieurs rediffusions. Et pour nos influenceurs, donc nous avons reçu 52 influenceurs ou VIP. Et en exemple, les Wallabies, que l'on a reçus l'année dernière, qui sont venus s'entraîner 15 jours en Nouvelle-Calédonie avant la Coupe du Monde de rugby au Japon, et qui a généré beaucoup d'articles en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais aussi au Japon, et ça a touché 37 millions de personnes. Sans compter les recettes économiques générées dans l'économie calédonienne. Je laisse Philippe continuer avec les outils promotionnels. Quand on parle de contenu promotionnel, on pense beaucoup digital, donc je salue Digital au passage, et donc notamment les réseaux sociaux. Donc ça passe par Facebook, on est maintenant à plus de 323 000 abonnés Facebook,
Et aussi Instagram qui est en plein décollage avec plus 70% qu'on démarre. Pour l'anecdote, la publication qui a le plus marché cette année, c'est le lâcher des bébés requins léopards dans le lagon. Donc voilà pour l'anecdote. Et ça a généré plus de 17 000 likes. Donc comme quoi, des contenus, ça peut créer la surprise. C'est aussi notre site internet newcaledonia.travel qui a attiré plus de 1,2 million de visiteurs uniques, ce qui en fait vraiment la porte d'entrée digitale de la destination, de tout le territoire. On met en place aussi, on a toujours une vidéothèque et photothèque libre de droit où il y a plus de 22 000 photos. Et ça correspond vraiment à une demande concrète de la part des professionnels étrangers, les tours opérateurs, les médias, qui nous ont demandé plus de 1500 fois justement ces contenus. Et tout ça, à chaque fois, c'est autant de retombées médiatiques pour la destination. On édite aussi un certain nombre de brochures donc, qui sont variées. En tout, c'est plus de 300 000 exemplaires qui sont distribués rien qu'en Nouvelle-Calédonie. Ça passe par notre magazine Watson, mais c'est aussi des dépliants croisiéristes, notre brochure en Nouvelle-Calédonie et tout un tas de brochures thématiques plus précises. En ce qui concerne les événements grand public, donc là, encore une fois, on va chercher les touristes là où ils sont. Donc on agit à l'étranger sur nos marchés et ce sont plus de 285 000 visiteurs qui ont été attirés par des événements à l'étranger. Donc ce sont des événements de tout type, mais ça peut être le Bastille Day par exemple, où on a été directement faire un événement sur place à Darling Harbour. On a pu aussi participer à différents salons grand public, comme le JATA au Japon ou le salon de la plongée en France. Mais on cherche aussi à attirer le public en renforçant l'impact des événements locaux. Donc ce sont plus de 26 événements locaux qui ont été soutenus par notre commission événementielle. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est de renforcer nos niches en donnant une vraie visibilité aux événements locaux à portée internationale. C'est des événements de tout type, ça peut être du culturel, les francopholies, ou des événements sportifs, le marathon, la Transcale, etc. En ce qui concerne la promotion domestique, donc sous la marque Destination Province Sud, alors ça passe par la reconduction de nos événements maintenant des incontournables, hein, donc le 11e Salon du Tourisme qui a attiré plus de 10 000 visiteurs. C'est la première édition d'Évasion Sud qui a attiré plus de 5 000 visiteurs sur les quais ferries. Et nos Trésors du Sud, nos week-ends découvertes qui ont attiré plus de 379 participants dans des packages de week-ends complets en Nouvelle-Calédonie. Donc rien qu'avec ces 3 événements, ce sont plus de 73 millions de chiffres d'affaires qui ont été générés localement pour l'économie calédonienne. Alors évidemment, ça ne se limite pas à ça. J'en profite pour remettre un petit coup de chapeau à nos 2 gagnants des trophées du tourisme de cette année, le Lodge Terre de Soleil qui a remporté le prix du public et Caledonia Bird qui a remporté le prix du jury. Et c'est aussi, par exemple, notre réseau d'ambassadeurs et on est à plus de 193 ambassadeurs. Retenez ce chiffre parce qu'il va être réutilisé pour des actions plus intéressantes dès l'année prochaine. Voilà, donc ça c'était pour nos grandes actions. Merci Philippe. On va enchaîner sur, à moins que vous ayez des questions pour Philippe ou pour Julie. Encore une fois, n'hésitez pas, on va évidemment s'arrêter à la fin pour d'autres questions, mais vous pouvez nous interrompre à tout moment. Hein. Les grandes orientations sur 2020, c'est sans surprise et on le sait au vu des difficultés que les finances publiques rencontrent. Il y a donc eu une baisse de notre budget pour 2020, puisque nous passons de 823 millions à 689 millions, soit 16% de réduction de notre budget. Et fort de ce contexte, l'objectif de 2020, il est surtout de maintenir la fréquentation touristique stable en 2020 par rapport à 2019. Pour cela, ça va être quelque peu périlleux, puisque en dehors des restrictions budgétaires, nous avons également d'autres challenges. Le coronavirus, on ne va pas y échapper. On n'est pas directement concerné, Dieu merci pour le moment, mais les gens hésitent à voyager. Tout le monde a un proche ou des amis qui se disent est-ce qu'on voyage ou pas, ou même nous-mêmes. Et en particulier des voyageurs qui transitent depuis l'Europe sur le Japon, qui veulent absolument éviter des zones où il y a énormément de gens qui se croisent. Donc, est très difficile de pouvoir imaginer, estimer les effets, mais en tout cas, ils sont là aujourd'hui et on risque d'en pâtir un petit peu. Au niveau du Japon, il ne faut pas oublier que nous avons les Jeux Olympiques au mois de juillet, donc nos Japonais vont sans doute rester chez eux. Et enfin, il n'a échappé à personne que nous avons un référendum au mois de septembre prochain. L'année dernière, en 2018, pour information,
le mois en question, la France a baissé de sa fréquentation de 18% au moment du référendum. Hein. Donc on aura sans doute des effets à ce sujet. Et enfin, l'Australie qui a subi de forts incendies tout au long de décembre et janvier il y a quelques mois, ont une forte... je vais y arriver. Mettent énormément d'argent pour essayer de convaincre leurs ressortissants à rester en Australie plutôt que de partir à l'étranger, ce qui est compréhensible. Donc, fort de ce budget réduit et de ces restrictions, on va dire, la décision au niveau du conseil d'administration a été de se concentrer sur les marchés avec lesquels nous avons des lignes directes, c'est-à-dire l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Et ça ne vous a pas échappé, ce sont les 3 marchés qui sont en progression constante depuis 2013. Évidemment, de maintenir le marché français, qui est un marché, on va dire, naturel, et d'arrêter par contre les marchés Chine, Italie et Allemagne. La Chine, parce qu'il n'y a pas de ligne directe pour le moment, parce qu'on a toujours le problème de visa que nous n'avons pas obtenu d'exemption, et l'Italie et l'Allemagne qui n'étaient pas performants. Et c'est toujours pareil, quand vous avez un budget qui est réduit, il faut prendre la décision qui est souvent difficile de continuer à saupoudrer ou pas, ou de se concentrer sur les marchés principaux. Si tu veux bien continuer. Merci. Donc, 3e axe stratégique, c'est poursuivre une gouvernance partagée qui a été initiée en 2013. Donc, c'est quoi une gouvernance partagée de la destination? C'est tout simplement agir et travailler ensemble avec toute l'industrie touristique, avec une vision commune et un plan d'action commun. Donc, plan d'action qui se formalise dans des contrats de destination. Les premiers contrats de destination, vous en avez entendu parler, c'était celui de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, mis en place dès 2014, a suivi celui du Japon et de la Chine. Donc, concrètement, c'est un contrat écrit qui engage ses signataires à mettre en place un certain nombre d'opérations pour améliorer l'attractivité de la destination. Donc, on l'a vu dans les statistiques de fréquentation touristique, c'est une recette gagnante puisque la fréquentation augmente depuis 2014. Donc, c'est vraiment un axe que nous voulons continuer à faire vivre. 4e axe, c'est renforcer nos relations avec des partenaires clés et notamment partenaires aériens. 2 partenariats ont été conclus en fin d'année dernière avec d'abord Air France, Air Calin, mais également avec Qantas France, avec lesquels nous avons défini des plans d'action commerciales qui seront menés conjointement tout au long de l'année. Donc ça va nous permettre de bénéficier de plus de visibilité donc sur les plateformes de ces compagnies notamment, pour promouvoir la Nouvelle-Calédonie au départ de France, plus d'offres promo tout au long de l'année, donc des ventes flash, des Black Friday, etc. Et plus de billets offerts pour faire voyager nos invités. Donc cela montre une réelle volonté de coopérer et de promouvoir la Nouvelle-Calédonie. Favoriser, donc c'est vous favoriser les rencontres avec les professionnels étrangers, que ce soit les tours opérateurs ou agents de voyage. Pour cela, nous avons un certain nombre d'événements auxquels nous participons sur nos marchés émetteurs, que ce soit thématiques ou généralistes. La participation à ces opérations extérieures reste conditionnée à l'adhésion à notre organisme de promotion. Donc, je vous invite à devenir membre. Mais nous vous proposons un workshop également, un rendez-vous incontournable annuel qui est organisé en Nouvelle-Calédonie pour vous permettre de rencontrer ces tours opérateurs sans engendrer de frais de déplacement. Donc, la date n'est pas encore confirmée, mais ça ne saurait tarder. 6e axe, et pas des moindres, et c'était la première partie de notre conférence annuelle, c'est construire et promouvoir tous ensemble un tourisme durable valorisant nos territoires et notre biodiversité. Donc vous allez me dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau, et on communique déjà dessus, mais c'était une réelle volonté de réaffirmer ce positionnement et de le travailler tous ensemble. Vous le savez, en Nouvelle-Calédonie, on a un vrai potentiel touristique. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, avec un patrimoine naturel exceptionnel, une biodiversité, un taux d'endémisme incroyable, mais aussi des cultures
à valoriser, à préserver. Et on est tout ça dans un contexte favorable puisque c'est une tendance mondiale. On parle beaucoup de tourisme durable, d'écotourisme. Et ça devient un argument décisif dans le choix d'une destination, notamment pour les jeunes générations. Il y a aussi tout un panel de dispositifs mis en place par le gouvernement, notamment avec loi anti-plastique, etc. Donc on a tout pour développer une approche durable du tourisme, mais tous ensemble. Donc pour ça, on a besoin de vous. Pour créer, et Philippe Bernès de Station Verte tout à l'heure en parlait, on a besoin de développer une offre écotouristique. Donc il y a déjà des belles réussites que je salue, mais il faut aller encore plus loin et l'organiser. Associer davantage les populations, notamment les sensibilisant au tourisme et en leur montrant l'intérêt du tourisme dans l'économie calédonienne et en incarnant ces valeurs éco-responsables dans l'image de la destination. Donc ça, c'est notre rôle. Donc c'est vraiment un travail collaboratif à tout niveau. Il y a les directions de développement économique qui sont là pour vous accompagner, vous, porteurs de projets. Et nous venons d'adhérer à l'association Acteurs pour un tourisme durable pour nous aider, à nous accompagner à structurer ce tourisme. Stratégie groupe, donc c'est pour attirer plus de groupes. Alors on parle de MICE pour l'Australie-Nouvelle-Zélande, mais c'est tout type de groupe. Et pour cela, c'est plus de prospection, donc sur les marchés Australie-Nouvelle-Zélande, notamment auprès des grandes entreprises françaises. Et c'est en dupliquant cette stratégie sur le marché japonais. C'est en relookant ou en créant de nouveaux supports promotionnels à destination de ces groupes, et notamment un nouveau site. Nous travaillons sur un nouveau site internet, à la fois trade, mais aussi à destination des groupes. On a prévu également de refondre notre brochure et flyer MICE. Il y a des actions incitatives, donc un programme incitatif sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais ça, Émilie et Sally pourront vous en parler plus. C'est pour tous les groupes, toutes les 20e personnes sont gratuites, que ce soit en transport aérien. Merci à tous les partenaires, donc Air Calin, Pop Events, Nucal Events pour les transferts, Marriott et Château Royal. Et enfin, un programme de professionnalisation que l'on a débuté l'année dernière avec le workshop MICE Ready et que l'on va poursuivre cette année avec deux groupes de travail thématiques pour travailler sur la création de produits innovants et un programme de responsabilité sociale et environnementale que les entreprises recherchent de plus en plus. Donc, vous avez compris, donc on parle des MICE, on parle des niches, mais pour le grand public, de manière générale, on est satisfait déjà des beaux résultats de la campagne et on aimerait donc poursuivre, aller plus loin pour accroître la notoriété. Et ça passe par un renforcement de notre campagne multicanal Pulse en France, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour ça, on a une quinzaine de visuels qui sont autant d'expériences immersives en Nouvelle-Calédonie, toujours en vue subjective, qui montrent un peu toute la diversité touristique de la destination. Et ce sont ces expériences que l'on va décliner pour tout support, toute cible et autres usages. Toutes ces communications, elles renvoient vers un point d'ancrage qui est le site pulsenewcaledonia.travel. Alors pulse-nouvelle-calédonie.travel, ça dépend des langues. Mais ce site multilingue, il va vous donner 10 raisons très concrètes de venir en Nouvelle-Calédonie, un top 50 des expériences à vivre sur place, plein d'offres de séjour. Donc tout un kit pour convertir, en fait, séduire et convertir le touriste. Et cerise sur le gâteau sur ce site, on y intègre un jeu concours qui a bien marché et qui permet en fait aux internautes de choisir leurs 5 expériences préférées en Nouvelle-Calédonie pour tenter de gagner le séjour de leur rêve. Je vous propose justement, pour aller plus loin, de vous montrer en exclusivité en fait notre nouveau spot publicitaire lié à cette campagne. La Nouvelle-Calédonie est un secret bien gardé qui nous bouleverse dès les premiers instants. Un bleu unique. Un lagon plein de vie. Et une vaste terre à la nature préservée. Sur cet archipel mystérieux, les traditions se mélangent et se partagent.
rencontre se vit, se savoure et l'émotion vous gagne. Tout est plus intense. Les jours s'étirent et les nuits s'animent. Nouvelle-Calédonie, notre cœur fait battre le vôtre. Merci. Donc, autre action complémentaire de notre campagne principale qui est Pulse, c'est la saison 2 de Caledonian Dream, donc une opération qui nous tient à cœur, qui a permis à 5 voyageurs de 5 pays différents de gagner un road trip de 10 jours en Nouvelle-Calédonie. On peut dire qu'ils étaient chanceux parce qu'ils ont été élus parmi plus de 1000 candidats et par le vote de 10 000 internautes. Donc cette web-série sera à suivre en 11 vidéos, en épisodes vidéo sur les réseaux sociaux fin mars, début avril en fonction des marchés. Et tout sera à voir en détail sur caledoniandream.com, donc un site où vous allez retrouver le récit du voyage au jour le jour, le détail complet des expériences qui sont inclus autour de ce périple. C'est aussi l'occasion de valoriser tous les prestataires d'activités qui permettent de vivre ces expériences. Et notamment, ça me permet de saluer Air Calin et les 19 autres prestataires locaux qui ont rendu cette opération possible en la soutenant, en invitant tous les participants. Et justement, un peu de la même manière, j'aimerais bien vous montrer un épisode qui n'est pas complètement finalisé, mais l'un des épisodes de cette web-série. Today we have an amazing atmosphere that we move from the northern part of Caledonia to the city life of Noumea for a few hours before we flew again to this little island which is more wild. Tonight's dinner is like this hut is also so special. So before we visit, we have to give this custom gesture to show our respect. Followed by a very good opening of our food, which is prepared by this very nice couple. We uncover all the food in front of us, and then everyone is so amazed. Like, it's so authentic. And then we never tried something like this before, the way they cook this. My bed is right behind me, so you can see like this is the traditional hut of the local people. And then we are surprised that we will be sleeping together. Good night! Donc ça, c'était pour le grand public. Donc justement, j'aimerais revenir sur notre stratégie de niche, notamment sur les marchés. Donc il faut savoir qu'on a une approche vraiment différenciée par marché, où on évalue chaque activité, chaque niche, selon son potentiel économique. Donc là, vous avez l'exemple, je vais vous donner l'exemple de l'Australie NZ, qui a en fait rassemblé les différentes activités en 3 tiers. Donc un premier tiers sur les activités prioritaires comme le golf, le deuxième tiers avec des activités porteuses comme la plongée, le nautisme, la pêche, la randonnée. Et enfin, un troisième tiers avec des activités complémentaires comme la glisse, les sports de glisse, le vélo, la communauté LGBT et tout ce qui est francophile ou étudiant francophone. Donc à chaque fois, en fait, c'est comme ça nous guide dans nos choix et ça nous permet de proportionner en fait, notre plan d'action dédié à chacune des niches. Mais on n'agit pas que à l'international. Encore une fois, on soutient les événements locaux qui ont une portée internationale et on aide à renforcer leur rayonnement et leur capacité d'accueil international. Donc cette année, on a pareil, rassemblé les événements en 3 tiers et qui proportionnent notre dotation, qui
peut aller jusqu'à 1 million de francs. Et ça n'inclut pas l'utilisation de tous nos canaux internes qui ont une vraie force de frappe pour communiquer. Donc, pour donner un exemple, les événements prioritaires qu'on va soutenir, on va avoir l'Ultra Trail, la Go East Rally, le marathon, la Groupama Race, la South Pacific Classic de golf et le Xterra. Et donc, on a tout un tas d'autres événements pour arriver à ce chiffre de 34. Je vais passer la parole à Bastien, à moins que vous ayez des questions. Merci Philippe. Alors, rapidement, moi je vais juste vous présenter 3 projets phares de l'année qui s'inscrivent dans une structuration digitale qu'on a entamée depuis plusieurs années déjà. Il y en a beaucoup, mais cela nous paraissait important de souligner. Alors, vous avez dû entendre parler de Apidae, parce qu'on avait fait une conférence en septembre dernier pour vous présenter ce nouveau système d'information touristique. En fait, avant de lancer de nouveaux projets web, de nouvelles brochures, de nouveaux sites internet, que ce soit NCTPS ou même nos partenaires TPN et la DIL, on avait vraiment besoin de structurer les données touristiques dans une base de données qui soit moderne et qui nous permette d'aller au bout de tout ce qu'on voulait faire sur nos sites web. Donc on a rejoint au nom de la Nouvelle-Calédonie, donc là je parle au nom du territoire et non pas juste de NCTPS, on a rejoint le premier réseau d'information touristique de France, Apidae, qui compte parmi ses membres la région PACA, la région Île-de-France, enfin des poids lourds du tourisme, afin de bénéficier tout de suite en fait, d'une expérience et d'un outil performant au lieu de réinventer la poudre. Apidae a 3 gros objectifs. Le premier, c'est de collecter toutes les données touristiques. Aujourd'hui, nous avons déjà une base de données parce que c'est une stratégie qu'on a entamée il y a déjà un certain temps, mais il nous manque quand même certains types de données, comme par exemple les événements, les circuits type itinéraire randonnée, sentier VTT, et enfin les points d'intérêt touristique, par exemple les plages, les îlots, etc. Donc on avait vraiment besoin de repartir sur quelque chose de sain. Donc premier point, collecter toutes les infos. Ensuite, les mettre dans une base, les qualifier. Donc ça, c'est le rôle des offices du tourisme principalement, mais aussi des 3 GIE, avec une collecte régulière auprès des professionnels, une mise à jour des photos, la gestion des traductions, etc. Et enfin, et ça c'est la grande nouveauté, c'est permettre l'exploitation et le partage de ces données à tous, c'est-à-dire à tout organisme public ou privé qui va à un moment donné faire la promotion de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit dans le tourisme ou pas d'ailleurs. Donc Apidae en fait permet également localement d'améliorer l'accueil en office puisque les OT peuvent directement consulter cette base pour renseigner les touristes et voilà, permet de mettre cette disposition aux partenaires. Donc on est en train de vous solliciter, d'ailleurs je vous invite à contacter votre office du tourisme si ça n'a pas encore été fait. On est en train de solliciter tous les pros du territoire pour récupérer de nouvelles photos, mettre à jour vos fiches. Voilà. Voilà. Donc Apidae, c'est vraiment notre gros projet de l'année dont plusieurs sites internet vont être reliés. Ensuite, tout à l'heure, Julie vous parlait de notre stratégie pour améliorer la communication auprès des professionnels. Je vous annonce qu'on lance cette semaine un nouveau site internet dédié à la filière professionnelle et notamment les agents de voyage, les tours opérateurs qui sont sur les marchés, mais également l'industrie touristique locale. Ce site, c'est trade.nucala.travel et c'est un site qui en fait va vous permettre de vous former à la destination si ce n'est pas nous qui le faisons, donc de manière autonome, avec des manuels de vente, des itinéraires tout prêts, voilà, la liste des événements auxquels on participe, comme par exemple AIM en ce moment ou d'autres événements sur les marchés. Et enfin, le lancement d'une plateforme de e-learning, donc de formation en ligne pour les professionnels, dont vous avez entendu parler. On voulait lancer l'écosystème en même temps pour avoir un panel d'outils à disposition qui soit complet. Donc, je vous propose de regarder une petite vidéo qui résume rapidement et qui vous présente ce qui est notre nouvelle plateforme de e-learning. Ça va durer 1 minute, je crois. Voilà, pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Il faut que je rapide. Rejoignez la plateforme de formation en ligne de Nouvelle-Calédonie pour mieux conseiller vos clients. Pas beaucoup de temps à consacrer à la formation? Connectez-vous partout au e-learning et suivez les formations à votre rythme en stoppant et reprenant les cours à tout moment.
Plongez au cœur de la Nouvelle-Calédonie grâce à des modules de formation ludiques et découvrez l'archipel à travers des vidéos, photos, mini-jeux et quiz. Collectez des points tout au long de la formation et améliorez votre score en perfectionnant vos connaissances pour tenter de remporter des lots et séjours. Comparez vos résultats aux autres apprenants pour essayer d'atteindre le haut du classement. Suivez l'intégralité de la formation et devenez expert de la destination pour améliorer vos ventes. Vous remporterez alors peut-être un voyage de rêve en Nouvelle-Calédonie. Pour information, cette plateforme va vous être disponible également, hein. Donc vous serez tous invités à y participer et on va utiliser cette plateforme ce site de e-learning de plus en plus pour aussi aider à la formation professionnelle des acteurs du tourisme en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Dernier projet que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, on vous a parlé, Madame la Présidente de la province vous a parlé de notre besoin de mieux cibler les croisiéristes qui viennent justement en escale une journée et qu'on a un peu de mal à adresser. Du coup, on a essayé de réfléchir d'un point de vue digital, en tout cas dans un premier temps, à mettre en place des outils qui permettent d'améliorer l'accueil et la conversion des croisiéristes en escale à Nouméa. Alors, dans un premier temps, en fait, quand un touriste se connecte, donc un croisiériste se connecte au réseau Wi-Fi de la gare maritime ou de l'OT, il est redirigé vers un site internet où il va pouvoir trouver des informations sur ce qu'il y a à faire à Nouméa aujourd'hui, les offres locales, des offres spéciales qu'on négocie exprès pour ça. Et également, il va recevoir un email avec des cartes à télécharger qui lui permettent de partir avec dans la ville. Donc là, c'est vraiment pour améliorer le jour J. Ensuite, dans un deuxième temps, à peu près une quinzaine de jours plus tard, on envoie un autre email qui, lui, a pour objectif de remettre une couche sur la destination en disant « Vous êtes venu à Nouméa, mais vous avez raté l'essentiel de la Nouvelle-Calédonie, voilà ce que vous avez raté ». Donc on leur présente un peu l'essentiel, le meilleur de ce qu'il y a à faire, orienté par rapport à chaque marché, donc principalement les Australiens, si on parle des croisiéristes. Et, pardon, je vais un peu trop vite, excusez-moi. Et enfin, à peu près 21 jours plus tard, après l'escale, on envoie un email d'offres où on met en avant des partenaires. Donc, on a négocié avec Air Calin un tarif spécial. Donc, on vous remercie pour votre participation. Également avec des hébergeurs, des loueurs de voitures, activités de loisirs, pour faire en sorte qu'en fait, les gens aient vraiment envie de revenir. On leur met à disposition des codes promo uniques pour les croisiéristes. Donc déjà, d'une, ça nous permet de les traquer, et de deux, ils se sentent un petit peu privilégiés. Voilà pour moi. Je vais passer la parole à Yolani directement. Merci beaucoup. Merci. Alors moi, je ne voulais pas parler parce que je n'ai pas la belle chemise du GIE, mais ce n'est pas grave. On en a parlé tout à l'heure, enfin la présidente en a parlé tout à l'heure. On travaille aussi sur la structuration de l'offre touristique en province sud. Alors l'offre touristique, pour nous, on travaille sur deux axes là. D'abord, sur les offices de tourisme. On a mené avec l'aide d'Atout France une étude, un diagnostic en fait de notre réseau d'information et de promotion touristique de la province sud. Et ce diagnostic a préconisé une réorganisation pour une meilleure mutualisation des moyens à la fois humains, en compétences et financiers des offices de tourisme existants aujourd'hui en province sud. Et en fait, là, il y a une étude juridique qui est en cours et qui va nous permettre de préconiser une nouvelle forme pour une fusion des offices aujourd'hui. Et cette fusion permettra d'apporter plus de services à la fois aux entreprises touristiques, aux touristes, et d'avoir une meilleure visibilité en termes de promotion domestique. Pour cela, on est en train de travailler avec le GIE sur le recrutement d'un coordinateur destination province sud. Ce coordinateur, il aura pour objectif, pour mission première, de mettre du lien entre les offices de tourisme, le GIE Nouvelle-Calédonie Tourisme, mais aussi les institutions. Faire le lien entre l'ensemble des acteurs et les professionnels, bien entendu. On a aussi notre PPAT. Certains ont déjà essayé, ont déjà testé les formations du PPAT depuis 2 ans, puisque là, en 2018 et en 2019, on a formé plus de 400 personnes grâce à ce plan de formation. Et donc cette année, les formations reprennent en mars.
On va proposer 8 thématiques différentes, près de 21 formations, 26 sessions qui seront à la fois sur Nouma et délocalisées. Donc je vous invite à aller voir sur le site de la province Sud pour télécharger le catalogue et vous pourrez vous inscrire directement en ligne, sachant que Chantal Brunotto qui est là, tu peux faire coucou Chantal, chargée de mission formation, et puis Dominique Lepoul, que beaucoup d'entre vous connaissent, on est là toutes les trois pour répondre à vos questions, et les offices de tourisme aussi ont été informés, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. On peut même accompagner pour faire des plans de formation individualisés pour les entreprises touristiques. Et enfin, l'année dernière, on a rejoint le réseau des offices de tourisme de France. Ça nous permet, alors, d'adhésion à Atout France ou à Office de tourisme de France, ça nous permet d'avoir une expertise bien particulière sur des actions de promotion, de structuration, de développement de l'offre. Et donc là, l'année dernière, on est allé au congrès national des offices de tourisme et on est revenu avec pas mal d'idées qu'on est en train de mettre en place. Et d'ailleurs, certaines de ces idées ont été présentées par le GIE juste avant. Voilà, merci beaucoup. Merci Yolani. Donc ça, c'était pour la structuration de la promotion domestique en province sud. Mais au sein du GIE, pour l'instant, c'est travailler autour de la marque Destination Province Sud, l'asseoir et la développer. Et ça passe par la reconduction de nos événements incontournables. Donc je vous donne rendez-vous le 16 et 17 mai au centre Chibaou pour le Salon du Tourisme. Vous avez aussi rendez-vous pour Évasion Sud le 3 octobre au Quai Ferry. Et enfin, ça sera les Trésors du Sud qui reviennent dans une formule repensée autour de l'Escape Game, donc en profondeur, à suivre pour le deuxième semestre. La marque Destination Province Sud fait peau neuve également, à travers une refonte de sa charte graphique, toujours autour de 6 régions géotouristiques, mais dont le positionnement a été affiné pour être plus complémentaire et avec un traitement graphique lié d'une région à l'autre. Et c'est cette identité-là que vous allez retrouver sur tous les supports de communication de l'Office de tourisme, de la Province Sud pour les chemins de randonnée, et très bientôt sur la grande nouveauté qui est un nouveau site web unique pour la promotion domestique en province sud, destinationprovincesud.nc. C'est le grand chantier auquel s'attelle justement toute notre équipe digitale, mais aussi les offices du tourisme d'Arrache-Pied, et qui va pleinement exploiter les capacités d'Apidae. Donc justement, on vous en a longuement parlé de cette base de données qui recueille les informations sur les points d'intérêt, les événements, des circuits, ainsi de suite. Donc tout ça va être d'ores et déjà visible sur ce site. Donc vous avez un aperçu de la page d'accueil qui vous montre qu'on valorise la diversité des territoires dès le départ avec une carte qui présente les 6 régions, mais aussi des articles qui sont mis en avant en permanence en fonction de l'actualité. Ça va être présenter la saison des baleines quand c'est la saison des baleines et pas à n'importe quel moment, pour valoriser l'ensemble des contenus du site à tout moment. On va valoriser également des offres promo, mais aussi les circuits, les points d'intérêt, évidemment les prestataires, avec une visibilité renforcée pour les membres des offices de tourisme. Donc je vous invite à tous devenir membres d'un office de tourisme, c'est la base. Et accessoirement, justement, donc chacun, circuit, prestataire, aura sa fiche détaillée directement issue d'Apidae sur ce site. Donc ça va nous permettre d'avoir un site qui a un annuaire de prestataires très complet, des vraies expériences détaillées, bref, des offres promo, tout ce qui constitue en fait un vrai site utile de proximité pour les Calédoniens. Donc on n'est pas dans une information généraliste, on est là pour sortir des sentiers battus, vous donner des conseils personnalisés pour des gens qui connaissent déjà la destination et qui veulent aller plus loin. Voilà. Parfait. Merci Philippe. Maintenant, je vous propose de faire un tour pour voir les actions de nos marchés. Je vous rassure, elles ont 5 minutes chacune. On ne va pas détailler toutes les actions qui vont être menées sur nos marchés. Et je pense que c'est intéressant que vous ayez une idée des actions phares, en tout cas, de chaque marché. On va commencer par Émilie en Australie, ensuite suivra Sally, et enfin Carole, et ensuite Claes. Merci. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le marché Australie ou pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel, donc cette slide va être pour l'Australie mais aussi pour la Nouvelle-Zélande et d'en donner les similarités entre les deux pays. Donc tout d'abord, commençons par le positionnement. Donc voici le positionnement à l'écran, donc le paradis français près de chez vous.
Donc comment est-on arrivé à ce positionnement? Donc on a bien évidemment pris nos arguments clés de vente, qui sont tout d'abord la proximité. Donc bien évidemment l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont très proches de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi le deuxième argument clé de vente qui est la culture. Donc vraiment le mix unique de culture qu'on ne peut pas retrouver dans d'autres îles. Et enfin le paradis. Donc c'est vraiment la nature et pardon. Oui. La nature, donc vraiment le côté paradisiaque. Okay. Je vais un petit peu plus vite. Donc de ceci en découlent donc les messages clés. Donc j'ai déjà parlé de la proximité, donc de la culture, mais aussi de toutes les activités qu'on peut faire en Nouvelle-Calédonie. À l'écran, donc, vous pouvez voir le budget. Donc, on l'a déjà mentionné, donc un budget qui va être en baisse cette année. Et enfin, donc, les cibles. Donc, principalement, donc, nous avons notre cible majoritaire, c'est les couples. Donc, on peut les mettre en deux catégories. Donc, la première, c'est les social energizers. Donc, c'est les couples en fait qui ont entre 25 et 40 ans, qui sont un petit peu jeunes, ils n'ont pas d'enfants, ils sont vraiment actifs, ils ont besoin de s'évader et de remplir leur page Instagram. Et enfin, nous avons les empty nesters, qui sont des personnes qui sont un peu plus âgées. Bon, ils ont 50 ans ou plus, ils ont un bon pouvoir d'achat. Et ces personnes vraiment sont... Et ils sont là pour vraiment vivre leur passion, leur hobby. Et ces personnes, ils sont plus à la recherche d'un petit peu de qualité et ils sont prêts à payer un prix un peu plus premium. Et enfin, les cibles secondaires, donc on a bien évidemment les niches, le golf, le diving et les familles avec des enfants un peu plus âgés, donc 7 ans et plus. Donc maintenant, passons donc à 5 actions phares pour l'Australie, dont la première étant la campagne de notoriété Feel the Pulse. Donc comme déjà expliqué, donc c'est une campagne multimarché qui a été déjà faite l'année prochaine et l'année dernière, excusez-moi, et que nous avons décidé de refaire cette année. Donc cette année, nous avons 2 vagues, donc de janvier à mars. Donc nous sommes en pleine campagne en ce moment et la deuxième vague qui sera plutôt vers juin-juillet. Donc à l'écran, un peu plus de détails donc sur la première vague, avec beaucoup d'affichage, beaucoup d'audio, beaucoup de digital pour la partie awareness, mais aussi quelque chose à mentionner, beaucoup de création de contenu pour vraiment éduquer les lecteurs et essayer d'aller un peu plus en profondeur pour leur expliquer tout ce qu'il y a à faire en Nouvelle-Calédonie. Deuxième action phare, donc les campagnes coop, donc les campagnes coop tactiques. Donc à l'écran, toutes les campagnes que nous avons planifiées pour l'année. Donc nous avons une stratégie d'always on. Donc comme on peut voir, donc quasiment tous les mois, on a une campagne coop pour vraiment être visible vraiment un peu partout. À l'exception de septembre où nous avons le référendum. Donc voilà. Donc à l'exception de ce mois-ci. Et pour information aussi, donc toutes les campagnes sont faites en collaboration avec la compagnie aérienne Air Calin. Une autre action phare, donc cette fois toujours une action pro, donc des éductours. Donc à ce jour, nous avons 2 éductours confirmés, donc en avril et en mai, avec des agents de voyage et des tours opérateurs. Donc vraiment très important de faire en sorte que les agents de voyage soient vraiment bien formés sur la destination. Et cette action aussi est en coopération avec Air Calin. Une autre action, donc cette fois-ci un éductour, mais cette fois-ci le MICE, donc le corporate. Donc cette action va être faite en mars. Donc nous allons inviter 11 top event organizers et dans ce groupe nous aurons aussi un journaliste, donc l'éditeur du magazine MICE. Donc cet éductour est aussi fait en partenariat avec Air Calin, mais aussi le Marriott, le Château Royal et les 2 DMC. Et enfin, pour terminer, donc une action phare, une action presse, donc un voyage d'influenceurs. Donc pour information, donc il y a quelques semaines, on a été contacté par l'aéroport de Melbourne, donc qui nous ont proposé d'envoyer des influenceurs. Donc après des semaines et des semaines de négociations, nous avons sélectionné 2 influenceurs très connus en Australie, mais surtout à noter qu'ils sont très en adéquation avec la marque. Donc on veut
veut pas envoyer juste des influenceurs pour envoyer des influenceurs. C'est vraiment des personnes qui sont genuine et qui vraiment sont en adéquation avec notre marque. Et donc une opération qui sera faite encore en coopération avec Air Calin et à l'écran, donc une très forte visibilité. Voilà pour l'Australie et maintenant je passe la parole à Sally pour les actions Nouvelle-Zélande. My turn. Kia ora. 10 993. Il en manque 7. Shit. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille les chercher ces 7 manquants pour faire 11 000 plus l'année prochaine. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine, ici, à la même date, même lieu peut-être. Et j'espère que la Nouvelle-Zélande passera dans le camembert à plus 10%. Mais il va falloir s'arracher pour ça. Malgré toutes les contraintes, vous avez vu les grosses baisses de budget, les contraintes techniques. Avec votre aide, on va y arriver. On a déjà commencé. Comme disait, où est-ce que tu es passé ? Tu es là. En Australie et en Nouvelle-Zélande, on ne peut pas manquer la Nouvelle-Calédonie. On est en pleine campagne, que ce soit sur les bus, que ce soit sur les panneaux digitaux, que ce soit quand vous allez ouvrir votre portable ou votre téléphone. Février, mars, juillet, août sont les très bonnes périodes pour communiquer. Donc, on y va. Je vous laisse regarder les chiffres, ça ne vous parle peut-être pas, nous, oui. Mais en tout cas, on sera à fond visible, comptez sur moi. Des actions phares, oui, il en faut. Il faut qu'on parle de nous. Et moi, j'utilise beaucoup des médias qui sont très intéressants. Je suis sûre que vous êtes déjà tous allés à Auckland. Et vous avez peut-être vu qu'il n'y a pas qu'à Nouméa qui a des bouchons le matin. Les Néo-Z, ils prennent leur voiture et ils écoutent la radio. Donc, Robert et Jeannette vont parler de la Nouvelle-Calédonie dans le Morning Show. Ils vont pousser Feel the Pulse, ils vont parler des soft adventures. On aura de l'engagement de la part du public, de la base de données à partager. Je remercie tous les partenaires du fond du cœur. C'est grâce à vous que c'est possible tout ça. Donc, campagne d'affichage et aussi du média. J'aime beaucoup utiliser les ambassadeurs comme des marques qui sont bien installées, plus que nous. Donc, cette année, on va faire une grosse campagne avec Renault. Donc, c'est du co-branding, utiliser leur force de frappe, leur budget, pour être visible. Je vous en reparlerai, c'est plutôt en avril, mais on aura une grosse campagne avec Renault. Et puis, forcément, la nourriture, la bouffe, ça parle aux Néo-Z. On mange très bien en Nouvelle-Zélande et ils viennent également pour ça en Nouvelle-Calédonie. Donc, une action PR vous avez peut-être rencontré lors de son séjour Marc Depassorio, qui est un chef étoilé en Nouvelle-Zélande, qui est français, installé en Nouvelle-Zélande, avec qui on va travailler, mais également avec une autre marque, c'est des associations de marques, marque avec un K, qui est super connue, qui passe à la télé, qui a des émissions, qui est hyper follow-up, très bon cuisinier. J'ai mangé dans son restaurant l'autre jour, c'est top, mais il est surtout storyteller, et ça c'est super important. Donc on va travailler avec nos 2 marques pour renforcer la marque Nouvelle-Calédonie. Donc je reviendrai vers vous, et ça se fait notamment dans le cadre d'une campagne qu'on avait fait avec The Café. Je suis sûre que vous en souvenez. On est passé à la télévision, donc j'aime bien moi voir après le journal la Nouvelle-Calédonie à la télé. Donc voilà, ça c'est des grandes missions. On va s'arracher pour aller les chercher, c'est 11 000. J'ai besoin de vous, donc ignorez pas mes mails quand je les envoie, ce serait sympa. Ou vous pouvez me dire non, mais revenez vers moi. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup parce que 6 500 en 2015 quand j'ai pris le poste, 11 000 presque. Bravo à vous.
Ah, mais j'en ai oublié. Oh, il y en a encore. C'est un faux départ. Comme l'Australie, on va faire du B2B, on va éduquer nos éductours. Je vais un peu plus vite parce que c'est vrai, il l'avait dit Jean-Marc, on n'a pas énormément de trade en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, mais en tout cas, on va travailler avec eux. On va faire des éductours. Je reviendrai vous voir à la saison fraîche avec Lifestyle, avec Hello World, avec les brokers. Et on va aussi faire quelques petites campagnes. Donc, on va essayer de vendre et de transformer tout ça en bookings. J'en ai plus, c'est bon ? Bon, je vais essayer de tenir 5 minutes. Donc, je vais vous parler du marché français et surtout de sa spécificité par rapport aux autres marchés. Et surtout, préciser en fait quel positionnement on a sur la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que pendant des années, la Nouvelle-Calédonie se résumait aux plages. Nous, notre objectif, c'est de ne pas parler que de la plage, mais surtout de parler de ce qui fait la force de la Nouvelle-Calédonie et surtout ce qui la rend unique par rapport à d'autres destinations du monde. Pourquoi un Français métropolitain ferait 24 heures de voyage pour se rendre en Nouvelle-Calédonie? Certainement pas pour ces plages, mais pour autre chose. Et donc ça, c'est notre positionnement. On recherche à promouvoir une destination touristique durable dans le Pacifique avec une identité culturelle forte et une riche biodiversité. Donc ça, c'est vraiment notre argument fort qu'on va développer tout au long de notre stratégie. Donc les messages clés, donc il y en a 4, comme vous pouvez les constater sur le PowerPoint. Donc on va mettre l'accent sur l'environnement, sur le fait que la Nouvelle-Calédonie est une destination respectueuse de l'environnement. Donc c'est un sujet qui est très important en Europe et notamment en France. Allô, allô. On fait extrêmement attention aux destinations. Est-ce qu'elles respectent bien l'environnement? Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises également par les opérateurs sur place? Donc ça, c'est des choses qu'on va mettre en avant et c'est ce qui différencie la Nouvelle-Calédonie à d'autres destinations du Pacifique. On va mettre en avant toute la biodiversité terrestre et marine et également, surtout, mettre en avant l'humain. L'humain, donc c'est à travers sa culture, son identité. Donc voici le budget, hein. Pas énorme, il est en baisse, mais même avec ce budget, on peut faire beaucoup de choses. Au niveau de nos cibles, donc on en a 3 principales, donc ce qu'on appelle les DINKS, les Dual Income No Kids. Donc c'est les couples sans enfants mais qui ont un fort pouvoir d'achat. Ensuite, nous avons les seniors actifs parce qu'ils ont le temps de voyager, ils peuvent partir pendant 1 mois à n'importe quelle période de l'année. Donc ils sont à même de pouvoir voyager en Nouvelle-Calédonie. Et enfin, les familles CSP+, au sens large, donc les familles au sens large avec les enfants. Et enfin, nous avons également des cibles secondaires qu'on a identifiées, notamment les passionnés de plongée sous-marine, mais également les randonneurs. Ce qu'il faut savoir en France, c'est qu'il y a plus de 16 millions de personnes qui pratiquent la randonnée. Donc c'est vraiment l'activité numéro 1 des Français qui vont en vacances à l'étranger. C'est la randonnée qu'ils vont effectuer. Voici quelques actions B2C qu'on va mettre en place. On va continuer donc à promouvoir la campagne de notoriété Pulse, donc sous la forme de 2 vagues. Une première vague en mars-avril et une deuxième en septembre-octobre. On va accentuer notre présence sur les niches, donc notamment à travers notre participation au Salon du randonneur qui aura lieu à Lyon. Certaines personnes vont me demander pourquoi ce salon n'est pas celui qui se trouve à Paris. Tout simplement parce que le salon Destination Nature qui se trouve à Paris est en perte de vitesse et que tous les acteurs, y compris les tours opérateurs spécialistes en la matière, sont présents à Lyon. Donc on aura justement l'occasion de pouvoir échanger avec eux et faire la promotion de la Nouvelle-Calédonie sur ce segment qui est finalement peu connu de certains tours opérateurs en France. Au niveau des actions B2B, alors on a un vrai souci en France, c'est que comme je vous disais, on a une image très restreinte de la Nouvelle-Calédonie. On pense souvent à la plage, mais on ne pense pas à autre chose. Donc là, l'objectif, c'est d'intensifier en tout cas notre communication auprès du B2B, que ce soit agents de voyage et tour opérateurs. Et donc, une des actions phares qu'on va mener, donc, ce sera la semaine prochaine. Et donc, je voudrais déjà remercier tous les partenaires de cette opération. Nous allons mener donc un événement B2B. Alors moi, je l'appelle événement. Je refuse de l'appeler workshop, roadshow, puisque c'est un terme qui n'attire plus les tour opérateurs. Donc, on va l'appeler les échappées calédoniennes en référence justement aux échappées belles qui ont été tournées en Nouvelle-Calédonie récemment. Donc, on organise donc les échappées calédoniennes à partir du 26 février dans 4 villes de France. Donc Toulouse, Paris, Nice et Marseille. Au niveau des relations publiques, donc on va être également actif auprès des médias et des influenceurs, tout simplement pour justement mettre en lumière toutes les spécificités de la Nouvelle-Calédonie.
Donc là, je vous ai présenté un projet, mais il y en a bien d'autres. Une des actions qu'on va mener conjointement avec un tour opérateur spécialiste de la randonnée qui s'appelle Nomade Aventure. Ce qu'il faut savoir, Nomade Aventure, c'est un tour opérateur qui a décidé de programmer la destination l'année dernière. Donc on poursuit justement notre stratégie. Et donc on va organiser en fait un voyage de presse avec plusieurs médias français dans le but justement de faire découvrir toutes ces choses que les Français ne connaissent pas. Et donc ça, c'est prévu en juin. Voilà. Clarisse. Merci beaucoup. Alors nous allons accueillir maintenant Olivier Fagnot, merci de nous rejoindre, qui va nous parler qui est le directeur de lycée Nouvelle-Calédonie, qui va nous parler de l'Observatoire du tourisme. Il a aussi 10 minutes. Ensuite, pour que vous soyez au courant du programme, il nous restera ensuite Air Calin, qu'il faut absolument attendre pour entendre. Et ensuite, on fera la clôture avec notre président. Voilà. Bonjour à tous. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous citer aucun chiffre dans ma présentation. Je vais vous parler de l'Observatoire du tourisme, des comptes satellites du tourisme, et surtout comment on les construit et à quoi ça sert. Donc, l'Observatoire du tourisme. Alors, déjà, je dirais avant tout, il faut identifier les acteurs du tourisme. Ça, c'est à peu près évident pour tout le monde. Par contre, ce qui l'est moins, c'est qu'il faut définir ce qu'est le tourisme. Parce qu'en fait, dans la nomenclature d'activité, il n'existe pas un code d'activité de la nomenclature française qui regroupe tous les acteurs du tourisme. Donc c'est une activité qui est transverse à de nombreux secteurs, mais j'y reviendrai. Alors, à quoi sert un observatoire du tourisme dans lequel l'ISE a vocation à contribuer, notamment en apportant des chiffres? L'Observatoire du tourisme sert à centraliser toute information du secteur du tourisme, offrir une vue d'ensemble de l'activité touristique et éclairer les politiques publiques à partir de chiffres partagés et officiels. L'output naturel d'un observatoire du tourisme, c'est ce qu'on appelle les comptes économiques du tourisme, que je vais essayer de vous expliquer à travers toute une série de questions. Donc, à quoi servent ces comptes? De quelle expérience pouvons-nous bénéficier sur ces comptes? Quelles données alimentent ces comptes? Et finalement, qu'est-ce qui nous manque comme données pour produire ces comptes? Et en fonction de toutes ces réponses, à partir de quand on va pouvoir envisager de sortir les prochains comptes? Parce que c'est ça qui nous intéresse. À quoi servent les comptes? Avant tout, mesurer les activités liées au déplacement des visiteurs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par visiteurs? C'est à la fois les touristes, les excursionnistes, qui sont résidents et qui sont non résidents. C'est tout ce public. L'objectif, c'est de permettre une mesure économique du secteur, c'est être en mesure, au final, d'attribuer une part du produit intérieur brut de ce secteur. Alors, ce qui est intéressant quand on fait des comptes satellites tourisme, c'est qu'on utilise des normes internationales, et du coup, ça nous permet de nous comparer directement aux pays de la zone. Alors, les pays de la zone qui ont finalement un poids du tourisme dans leur PIB assez proche du nôtre, je dirais entre 3 et 4%, ça peut être l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, et je vais vous citer d'autres profils, comme les Canaries, les Bahamas et les Maldives, pour lesquels le poids du tourisme est supérieur à 20%. Deuxième question, est-ce qu'on part de zéro finalement dans cette aventure? Non, pas du tout. Pas du tout, ça c'est la bonne nouvelle. Des premiers travaux ont débuté en 1995. En fait, c'est la province sud qui a chargé l'ISE entre 1995 et 2001 de réaliser les comptes économiques. Ces comptes ont été établis jusqu'en 2008 avec la livraison des comptes 2005-2006. Alors, pourquoi ça semble compliqué de faire ces comptes? En fait, il faut une masse de données très diverses et très importante. Quel type de données? Alors, il faut cerner les différents acteurs. Donc, ceux qui concourent à la consommation intérieure, ce sont ceux que je vous ai cités, les touristes et les croisiéristes. Mais c'est aussi s'intéresser aux professionnels et aussi, à ne pas oublier, bien entendu, le secteur public. De quelles données disposons-nous pour la consommation intérieure? Alors, on va commencer à s'intéresser aux touristes non résidents. On a la chance de profiter d'un dispositif qui est la fiche passager d'Avar
DAS que vous connaissez pour les contrôles à l'aéroport sanitaire et phytosanitaire, à l'intérieur duquel il y a un questionnaire justement statistique. Donc c'est une occasion unique de pouvoir identifier dans les flux aéroportuaires tous les touristes qui arrivent en Nouvelle-Calédonie et savoir pourquoi ils sont venus finalement, quel est leur motif d'arrivée, quelle est leur durée de séjour et quelle est leur nationalité. C'est grâce à ça qu'on peut produire les chiffres que vous avez vus tout à l'heure. Deuxième chose, il faut estimer leurs dépenses. Alors comment on fait? Justement, on a mis en place, grâce à un partenariat avec le gouvernement et la province sud et peut-être la province des îles, un partenariat qui fait que depuis le début du mois de janvier, il y a une nouvelle enquête à l'aéroport destinée uniquement aux touristes qui quittent la Nouvelle-Calédonie et qui vont leur poser un certain nombre de questions sur leur satisfaction, bien entendu, mais surtout sur ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Calédonie, les activités, leurs dépenses. Parce que le but de tout ça, c'est d'estimer leurs dépenses et savoir sur quelle partie du territoire ils ont été. C'est une enquête particulière, vous les verrez probablement un jour. Il y a un jour d'enquête tous les 4 jours, et ceci sur toute l'année 2020. Deuxième catégorie, et là c'est vraiment pas une mince affaire en fait. Comment on identifie les touristes résidents? Alors on avait une source très intéressante entre 91 et 2013. C'était une enquête qui s'appelait l'enquête sur les hébergements touristiques. Alors pourquoi ça s'est arrêté en 2013? Bien, il faut savoir, enfin, je vais plutôt vous dire pourquoi ça avait bien marché. C'est qu'en fait, en 91, la province sud a pris une délibération qui finalement obligeait les hôtels à répondre à cette enquête touristique dans son article 18 et qui a été finalement abrogée en 2013. Ça a sonné la fin de cette enquête. Pourtant, cette enquête est extrêmement intéressante puisqu'elle nous permet d'identifier dans les nuitées passées dans les hôtels calédoniens les touristes extérieurs, mais aussi les résidents. Donc une fois qu'on a pu dénombrer ces touristes résidents, il reste à estimer leurs dépenses. Pour cela, il y a une enquêtrice de l'ISI qui est là et qui sait exactement de quoi je parle. Il y a une enquête qui s'appelle l'enquête budget de famille. Peut-être vous avez été interrogé cette année dessus. C'est une enquête extrêmement complète qui va s'intéresser à l'ensemble de vos revenus, mais surtout à vos dépenses extrêmement précises. Et grâce à cette enquête, on va pouvoir identifier le poids du budget qui est alloué finalement aux activités de tourisme chez les résidents. Cette enquête est encore en cours de collecte, donc vous pouvez aussi être interrogé jusqu'à la semaine prochaine, et les premiers résultats arriveront en fin d'année. Les croisiéristes, comment on fait pour les dénombrer? Ça, c'est assez simple. On connaît précisément leur nombre grâce aux statistiques des agences maritimes et du port autonome. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est estimer leurs dépenses. Alors, il y a un projet actuellement au sein du gouvernement, une étude qui va, ou qui a, je pense qui va sortir, qui va tâcher d'estimer justement les dépenses des croisiéristes pour mettre à jour les chiffres qui ont servi tout à l'heure pour estimer les masses totales dépensées sur le territoire par les croisiéristes. Bon, ça, c'était les touristes. Maintenant, les professionnels. Alors, je vous disais, c'est un peu compliqué parce que finalement, des partenaires, des intervenants du tourisme, vous en avez dans un certain nombre de codes d'activité. Je vous ai les cités là. Hôtel, café, restauration, jeux de hasard et d'argent, transport urbain, routier, maritime, aérien, location de véhicules, transport aérien, agence de voyage, bien entendu. On pourrait même dire construction. Concrètement, l'hôtel qui est en cours de construction à Lifou, il faudrait le compter dans les comptes économiques. Et une fois que l'on a réalisé cette identification, alors là, on fait dans la dentelle, hein, on identifie les entreprises. Après, ce n'est pas très compliqué d'estimer leurs résultats, puisqu'on les rapproche des fichiers dont dispose l'ISE, qui sont les fichiers fiscaux, en fait. Enfin, le troisième acteur du tourisme, c'est le secteur public. Alors, une fois que l'on a évité les doubles comptes, en fait, on peut se servir des chiffres à notre disposition sur les interventions de l'État, de la Nouvelle-Calédonie, du Fonds européen de développement, de l'ICAP et des SEM, SODIL, Sofinor et Promosud. Voilà, donc on a les trois grands acteurs
dont on sait à peu près comment évaluer les interventions dans l'économie calédonienne. Il faut aussi des données de cadrage. Une fois que vous avez réalisé, vous avez identifié vos touristes résidents, c'est quand même important de savoir comment a été le comportement des touristes extérieurs dans l'utilisation des hôtels. Ça permet d'avoir des données de cadrage par rapport à ce qu'on peut avoir au travers de nos enquêtes. Deuxième chose, c'est les emplois touristiques. Et c'est le même problème que tout à l'heure. Une fois que vous avez identifié les entreprises, alors on fait bien entendu une fois pour toutes, vous rapprochez ces entreprises des fichiers CAFAT. En fait, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent à l'ISE, donc ce n'est pas très problématique. Donc si on résume en fait toutes les données que je vous ai citées nécessaires pour construire les comptes économiques du tourisme, vous voyez, j'ai du vert partout, sauf j'ai mis un petit orange à un endroit. Alors oui, c'est ça. Donc c'est en fait des préalables à lever pour pouvoir réaliser ces comptes. Alors, des préalables que malheureusement l'ISE ne peut pas lever tout seul. Hein. Il a besoin bien sûr du concours de tout le monde. Les croisiéristes, donc là, on va se tourner vers l'étude qui va être lancée par le gouvernement. Et les capacités hôtelières. Donc, je vous ai rappelé dans quelle mesure l'enquête avait bien fonctionné entre 1991 et 2013. Voilà, je crois qu'on peut y aller par la persuasion, on peut aussi y aller par l'obligation. Voilà, on verra quel est le moyen le plus efficace pour y aboutir. Une fois que l'on a tout ça, que l'on a complété les sources manquantes, capacité hôtelière et dépenses croisiéristes, on se dit que finalement, 2011 pourrait être l'année où on pourrait réconcilier l'ensemble de ces données pour produire les prochains comptes économiques. Et une fois que l'on aura réussi, on pourra déterrer un projet que l'on avait monté il y a quelques années avec nos partenaires des comptes économiques rapides pour l'outre-mer, qui sont l'AFD et l'IOM, qui est un modèle d'impact dont le but est justement de prévoir l'impact sur l'économie calédonienne du nombre de tourisme en augmentation. Et ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que ça permet d'estimer l'impact direct, primaire, qui est finalement les revenus que vont en tirer les professionnels, mais l'impact secondaire aussi. C'est-à-dire que comment une hausse de revenus va être redistribuée dans l'économie. Donc ces deux impacts peuvent être mesurés à partir d'un modèle qui en est resté à ce stade, à sa phase expérimentale, mais qui ne demande qu'à repartir. Je vous remercie. Merci bien, Olivier. Très intéressant. On est tous très impatients de recevoir ces résultats en 2021. Allez-y. Effectivement, ils sont pas. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu. On ne s'est pas intéressé aux bateaux qui arrivent de façon autonome en Nouvelle-Calédonie. Non, on ne s'en intéresse pas pour l'instant. On concentre nos efforts sur ce qui nous semble l'indispensable, qui est déjà, vous avez vu, c'est un bon programme. Mais effectivement, ça peut faire partir d'un développement futur. Mais c'est vrai que dans notre plan, là, objectif 2021, ce n'est pas inclus, très clairement. Par contre, il y a le gouvernement qui a mis en place le logiciel Espadon, hein, qui enregistre tous les entrants en bateau sur le territoire, et avec qui on avait travaillé il y a déjà 2 ans maintenant, pour mettre les questions qu'on souhaitait obtenir sur le formulaire d'enregistrement quand les bateaux arrivent en Calédonie, et qui devraient un jour ou l'autre voir le jour. Donc on va demander à notre président de pousser un petit peu du côté du gouvernement. Merci beaucoup Olivier, très intéressant. Et je vais appeler maintenant Arnaud Gervais, qui est le directeur commercial et marketing de Air Calin. Merci de l'accueillir. Merci. Merci Jean-Marc. Bonsoir à tous. Merci à la province, à NCTPS et à toutes ces équipes de nous accueillir aujourd'hui et nous permettre l'occasion de nous exprimer au sujet du tourisme. On aime bien le tourisme, nous, chez Air Calin, parce qu'on vit à 50% de notre activité avec les flux
qui proviennent de l'extérieur, donc c'est important pour nous. Et on va avoir l'occasion de répondre à la question, mais que fait donc Air Calin pour le tourisme? Que fait la compagnie internationale du territoire en matière de contribution touristique? Alors, pour y répondre, la première chose, c'est de jeter un petit regard dans le rétroviseur et de rappeler que les contrats de destination, qui sont une initiative Air Calin, sont véritablement l'app du tourisme. L'app de la fréquentation touristique et l'app comme accès, produit, promotion. Jusqu'à la signature de ces contrats, on était, comment dire, un peu désordonné, ou en tout cas, on était très d'accord pour ne pas être d'accord sur ce qui était le plus important et ce qui relevait de chacun. Depuis ces contrats, les acteurs ont véritablement pris des engagements clairs, ambitieux, en matière d'accès, de promotion et de produits. Alors, Air Calin a téléchargé rapidement l'application et le premier engagement qui a été le sien, ça a été de protéger des sièges pour ces flux touristiques. Je vous ai mis là les engagements d'Air Calin dans le cadre des contrats de destination qui ont été signés ou élaborés et le réalisé de l'année passée. Vous voyez que, encore une fois, cette année, Air Calin a tenu ses engagements et a réservé plus de sièges que ce sur quoi il s'était engagé. Retenez, 14 à 26% des sièges sont dédiés au tourisme, réservés aux flux touristiques sur les marchés émetteurs. Le deuxième engagement, c'était les tarifs, bien sûr, un des nerfs de la guerre, pas le seul, mais un des nerfs de la guerre. Air Calin a vraiment à cœur et l'attention de positionner la destination à la hauteur des destinations concurrentes. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Je vous ai mis là les tarifs qui sont les tarifs d'appel, donc hors promotion, hors ceux qu'on fait dans nos campagnes d'activation sur les marchés, mais les tarifs d'appel tout au long de l'année, disponibles tout au long de l'année, ils sont comparables aux destinations auxquelles on se confronte tous les jours. Tout ça a donné des résultats tangibles, ça a été rappelé aujourd'hui. C'était important que la destination puisse générer plus de touristes et les résultats sont véritablement tangibles, ça a été montré. Ce qui est tangible également, c'est le taux d'utilisation de ces sièges protégés. Retenez que sur nos routes Australie et Nouvelle-Zélande, 60% de ces sièges sont utilisés. Un peu plus de 50% sur le Japon. Ce qui veut dire qu'on en a encore sous le pied, si je puis dire. On a de la marge pour pouvoir, dans le système actuel, pouvoir produire plus de touristes pour la destination. Le deuxième point de situation que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est les capacités. Vous avez tous vu l'année passée l'afflux de capacités qui s'est opéré en particulier sur les routes Australie et Nouvelle-Zélande. Un des premiers facteurs, ça a été la concurrence. Qantas a rajouté 2 fréquences, une au départ de Brisbane et une au départ de Sydney, et Air Calin a rajouté une fréquence au départ de Brisbane. Si on ajoute à ça le module d'Air New Zealand qui a un peu évolué, on s'est retrouvé l'année passée avec un afflux de capacité de 20% de sièges, ce qui est considérable sur une période aussi courte. Le deuxième effet, il est sur le Japon, sur nos routes Asie, où l'effet Néo, les sièges supplémentaires des nouveaux appareils d'Air Calin, produit 12% de sièges supplémentaires entre la situation d'avant et la situation de cette année en année pleine. Alors ça a un impact sur nos revenus moyens. C'est très positif parce que ça a sans doute amélioré l'accès à la destination. Ça a fait également baisser un certain nombre de tarifs, ou en tout cas les revenus moyens d'Air Calin. Notez qu'ils ont baissé sur les routes Australie de Brisbane et Sydney de 4 à 5%. Les autres routes ayant résisté un peu mieux et étant à peu près stables. Les remplissages, c'est le point d'inquiétude à l'heure actuelle, parce que cet afflux de capacité a aussi a réduit le taux d'occupation de nos sièges
et de nos appareils, ce qui est jamais très bon quand les taux d'occupation flanchent durablement et fortement. Ça peut être une situation problématique pour le futur. Pour autant, on va continuer à jouer sur nos leviers. Le premier, c'est la flotte. 2020 sera l'année du régional, puisqu'on va rentrer dans notre flotte de nouveaux appareils A320, plus modernes, plus respectueux de l'environnement, et avec en particulier un produit qui sera rehaussé, un IFE, un Wi-Fi à bord. Et le point crucial de ça, c'est qu'on va avoir des coûts d'opération qui vont baisser nettement. Donc ça va nous permettre d'être plus agressifs sur l'ensemble de nos marchés, et ça va être un outil pour nous au service de la destination. Le deuxième levier, c'est la distribution. On va continuer à alimenter nos partenariats avec les grandes marques sur les marchés australiens ou néo-zélandais. Japan Airlines va être pour nous un levier important. Ça sera quelque chose à suivre, puisqu'on va vraiment rentrer dans une année où ça va jouer à plein. Retenez qu'en mars, Japan Airlines a fait 120 bookings, donc ça commence à produire timidement, mais ça va commencer. Nos relations particulières avec Air France également sur le marché France. Et puis, la coopération commerciale qu'on initie avec Aircal et qui va nous permettre d'être plus visibles sur les marchés extérieurs. On aura l'occasion de vous en reparler. La promotion également. Donc, vous savez que Aircal, ce n'est pas simplement des sièges ou des accords de distribution, mais c'est également des campagnes tactiques visant à renforcer, à amplifier toutes les campagnes de notoriété qui sont faites par la destination sur les marchés. Je n'oublie pas les groupes et les charters qui sont un levier important pour certains d'entre vous. Je sais que c'est un outil qui permet d'assurer des coûts spot, des hausses d'activité pour vos commerces. Aircalin maintient cette année son A330 sur Sydney, le mardi et le vendredi, ce qui me donne un bon outil pour pouvoir produire et attirer ces groupes MICE qui sont une des cibles de la destination. Voilà quelques exemples des actions qu'on mène actuellement ou qu'on mènera cette année. Ce matin a démarré une campagne tactique sur le Japon, vous voyez le visuel en haut à droite. Jusqu'au 28 février, on est sur le marché Australie à un prix net de 458 $ aller-retour. Et on fait ça tout au long de l'année sur la base du Always On également, où on est en campagne quasiment tous les mois. Je vous ai mis ici les tendances d'Aircalin sur le premier trimestre. Elles sont relativement encourageantes, même si on sait, et je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, les histoires de coronavirus peuvent nous impacter et commencent à produire quelques effets négatifs. Donc, on démarre bien l'année, mais on peut être aussi réservé sur la production future. Voilà un dernier point concernant Aircalin. Là aussi, il s'agit de synchronisation et de travailler ensemble sur l'accès, le produit, la promotion. Aircalin va se doter d'un plan d'action environnementale assez ambitieux dans les mois qui viennent. On va se faire aider par une ONG qui s'appelle Green Cross, qui a été créée en 1993 par Michael Gorbatchev et qui est maintenant présidée par Cousteau, dont je ne me souviens plus le prénom, Jean-Michel, merci. Et
Et on va se doter d'un vrai plan en termes de réduction plastique, des plastiques à bord, ça a déjà été commencé, et également organiser des outils de compensation de nos émissions de carbone. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions par rapport à RK1, je serais heureux d'y répondre. Merci Arnaud. Des questions pour Arnaud? Une petite question, donc je vais la poser à Arnaud, mais c'est une question que j'ai dans la tête depuis tout à l'heure quand on voit les chiffres et les statistiques. Il y a une donnée qui n'apparaît pas, qui me semblerait importante à creuser, qui est la part que représentent les touristes qui passent par des agences tour opérateurs et la part des touristes qui voyagent, je dirais, par eux-mêmes. Ça a une très grosse incidence sur le mode d'achat, le mode de communication et de marketing en l'occurrence. Donc la question que je pose à Arnaud, si au moins on a une vision sur le nombre de places, quand tu parles de places réservées, est-ce que ce sont des places uniquement vendables par justement des agences ou est-ce que un client qui veut venir en direct en Nouvelle-Calédonie bénéficie de ces tarifs-là? Donc est-ce qu'on a un moyen ou un autre de calculer la part des uns et des autres? Oui, on connaît à peu près les parts, même si les canaux sont un peu plus, pas si étanches que ça, mais en tout cas, oui, on connaît les proportions de la part de vente de tour opérateur ou de vente directe sur nos canaux d'acquisition directe. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la tarification est à peu près identique. Évidemment, avec les tours opérateurs, on a des tarifs négociés qui sont souvent plus bas que les tarifs publics, mais en aucun cas, les TO se retrouvent pénalisés par le système de distribution qu'on a mis en place sur les pays dont on parle. Je réponds à ta question. Juste pour compléter, pour information, dans les nouvelles fiches passagers et l'enquête passagers que l'on mène avec l'ISEE, la question est très spécifiquement posée. Donc, à partir de la fin de l'année, on aura des réponses. D'autres questions? Je voudrais poser une question concernant le marché japonais. Si on regarde les arrivées de Japonais depuis 1980, on observe quelque chose de très étrange. À partir de 2008, il y a un décrochage très net qui montre que la Calédonie a perdu 6500 touristes d'un seul coup. Alors on se dit, bon, c'est peut-être un accident. Japonais ou touristes? Touristes japonais. En gros, ça se recoupe. Alors on se dit, il y a peut-être eu à ce moment-là une difficulté particulière. Et si on regarde alors, depuis 1980, point par point, toutes les arrivées, on observe que ce décrochage s'est produit sur mai, juin, juillet et août, uniquement sur ces 4 mois-là. Et on peut se dire, bon, ça ne concerne que cette année. Mais en fait, depuis 2008, sur ces 4 mois, il y a constamment une baisse du nombre d'arrivées de Japonais en Calédonie. Alors, je n'ai pas d'explication. Et si vous en avez une, pour moi, c'est une énigme. Peut-être que vous la connaissez, la réponse, je ne sais pas. Non, je ne vais pas être en mesure d'éclairer votre question. Un peu micro-statistique. Effectivement, sur ces mois-là, je n'ai pas, moi, noté sur un temps long, comme vous l'indiquez. Sur combien? Sur 40 ans. Donc là, on est dans le micro. Je vous félicite pour vos analyses pointues. C'est une question. Non, effectivement, c'est traditionnellement, c'est quand même une période assez faible. Le marché japonais, c'est un marché de haute saison, janvier-février, où on produit pas mal. Ensuite, mars, vous avez le trafic des étudiants, où là, en général, on fait, alors pour le coup, pas trop de produits intéressants pour les TO, mais en termes de trafic, c'est très, très important. Vous avez avril, vous avez cette fameuse Golden Week, qui est plus ou moins bien configurée selon les années. Et puis après, effectivement, mai, juin, on est déjà sur des mois plus creux.
bon voilà, je ne suis pas plus pour pouvoir vous donner une réponse. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque, il y avait aussi, les époques à laquelle vous vous référez, il y avait aussi des charters qui étaient organisés par une compagnie américaine. Peut-être que si ça joue dans les chiffres que vous avez. Comment? Non, je ne pense pas, mais... 18. Peut-être que quelqu'un a une réponse, je ne sais pas. Mais c'est vraiment une question, c'est une énigme en fait. D'ailleurs, on observe que quand il fait très chaud au Japon, beaucoup de Japonais auraient tendance, pourquoi pas, à venir en Calédonie puisqu'il fait frais. Or, c'est exactement l'inverse qu'on observe. Alors écoutez, on va explorer la question avec nos représentantes. Bon, ce que je retiens quand même, c'est que depuis 2013, il y a une progression de 37-38% de Japonais sur le territoire, ce qui est donc positif dans son ensemble. Et si effectivement il y a un creux, mais ça reste à être vérifié, mais si vous le dites, c'est que vous avez dû le faire, on cherchera un peu plus les raisons pour ça. Oui. Merci. Je vous en prie. D'autres questions pour Arnaud? Nouvelle-Calédonie Tourisme. Alors, s'il n'y a pas de questions dans les médias, je vous rappelle que demain matin, il y a des rendez-vous possibles avec l'ensemble de nos équipes, y compris nos représentants à l'étranger sur nos marchés. Donc, vous pouvez vous inscrire encore et vous pouvez vous poser vos questions face à face. Donc, je vais passer la parole maintenant à notre président, Brieux Frogier, qui va nous faire l'honneur de clôturer cette conférence 2019. Merci. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, je voulais saluer l'implication de la présidente de la province Sud que vous avez vue tout à l'heure et vraiment la remercier pour son soutien au quotidien parce qu'elle a vraiment pris ce secteur aussi à bras-le-corps et comme elle vous l'a dit tout à l'heure, elle souhaite aujourd'hui qu'on avance, donc on va avancer. Je tiens également à vous remercier tous d'être présents aujourd'hui, d'avoir passé l'après-midi ici parce que le tourisme au final c'est vous. Nous on essaye d'orchestrer ça au mieux et de vous aider au mieux, mais merci pour votre engagement dans ce secteur. Enfin, je veux remercier tous les collaborateurs, enfin la direction d'NCTPS et vraiment tous ces collaborateurs pour l'organisation de cette conférence aujourd'hui. Également pour le travail qui est mené tout au long de l'année, les multiples actions qui ont été menées pour la promotion à l'international, qui a généré donc, on l'a vu aujourd'hui, une fréquentation touristique record, avec près de 127 000 touristes, c'est quand même du jamais vu en Nouvelle-Calédonie, mais sans oublier également tous les événements qui sont organisés sur le territoire de la province Sud, en passant par les Trésors du Sud, le Salon du Tourisme, qui a généré, on l'a vu tout à l'heure, 56 millions de chiffre d'affaires pour les professionnels qui étaient présents, ou encore le Salon Évasion Sud qu'on a fait pour la première fois l'année dernière et qu'on renouvellera cette année. Cette progression de fréquentation et l'organisation de ces événements ne pourrait pas être possible sans le travail également qui est fourni par les agents de la province Sud, qui sont vraiment un soutien quotidien à NCTPS et également avec votre engagement, parce que bon, les acteurs, les professionnels, c'est vous. Donc il est indéniable aujourd'hui que le tourisme est un secteur en progression. C'est un élément de développement économique pour la Nouvelle-Calédonie qui est essentiel. Il nous reste encore beaucoup à faire, évidemment, mais bon, ces résultats nous encouragent à poursuivre nos efforts. Encore une fois, le tourisme, là, c'est vrai qu'on est réunis ce soir, on est peu par rapport à la population calédonienne, mais c'est vraiment un défi de tous les jours pour chacun d'entre nous et au sens large. Donc c'est pour ça que dans l'année qui vient, on va vraiment aller tous sur le terrain pour aller essayer de convaincre la population calédonienne des bienfaits du tourisme, parce que ça passe aussi par là. Il faut que les Calédoniens puissent être fiers de la Nouvelle-Calédonie, de ce qu'on a à offrir et du secteur du tourisme.
On poursuivra, nous, de notre côté, à NCTPS, notre réorganisation interne pour qu'il y ait une meilleure collaboration avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec les services administratifs de la province sud, donc tels que la DEF, qui nous aide beaucoup, mais qui est primordial dans le système. Et essayer, bien évidemment, encore d'avoir une plus grande proximité avec vous tous qui êtes sur le terrain. Et pour finir, je tiens à remercier personnellement M. Jean-Marc Mosselin, qui a pris la cause du tourisme calédonien à bras-le-corps et à cœur, et qui a vraiment été la pierre angulaire du système ces dernières années, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir ces beaux résultats qu'on a pu constater. Donc Jean-Marc, bonne continuation dans ta carrière professionnelle chez nos voisins de cœur, en Polynésie française. Et merci encore une fois, et merci à tous pour votre implication. Bonne soirée.